Alors rebonjour donc à toutes et à tous. Donc nous sommes sur le plateau des conférences de Végétalis et nous sommes sur la matinée qui est consacrée en fait à réfléchir sur la manière de continuer à produire et à protéger ces cultures à horizon 2030. Voilà, donc juste une petite précision. Donc on avait Hervé Quénin qui devait être présent, qui devait passer juste avant là, mais il a été bloqué par les intempéries dans les avions, donc il va arriver un peu plus tard dans la matinée. Et donc nous accueillons Michel Gréco, donc responsable qualité laboratoire FNP SMS. Bonjour. Donc Sylvain Guis, directeur du pôle végétal de l'Urberie. Bonjour. Bonjour. Donc pour parler sur la manière de choisir sa variété de maïs Origine France. Voilà. Alors on va donc commencer par vous, Monsieur Guis. Peut-être que vous pouvez vous présenter de façon un petit peu plus détaillée. Je vais faire ça, ouais. Je déroule ici. Exactement, oui. C'est vous qui contrôlez. Très bien, parfait. Bonjour à tous. Donc Sylvain Guis, oui, je suis le directeur général délégué au pôle végétal de l'Urberie. Donc l'Urberie, juste très rapidement, vous expliquer qui nous sommes. Coopérative du Pays Basque, donc basée à Issiriz, exactement le siège, donc à côté de Saint-Palais. Coopérative multi-activités, production animale, production végétale et distribution agricole, avec 5100 adhérents. Et plusieurs activités, dont l'activité du pôle végétal. Donc l'activité du pôle végétal, c'est de la collecte, de l'agrofourniture, des légumes et de la production de semences. Et donc c'est à ce titre de la direction de la semence que j'interviens ce matin. Et en tant que producteur, donc on produit des semences de maïs pour LBS, donc notre propre marque, mais aussi pour notre donneur d'ordre. Et donc on produit sur 2 zones distinctes, donc avec 180 producteurs, sur une zone historique, donc autour du siège, sur Saint-Palais. Donc une zone un peu de sol lourd, limon argileux, petite structure. Et puis sur une deuxième zone qui est basée en Haute-Lande, donc une zone plutôt sur des sols sableux et sur des grandes structures. Donc ce qui nous permet d'avoir des contextes un peu pédoclimatiques un petit peu différents pour produire, et puis des structures aussi différentes d'exploitation, ce qui nous permet de produire des petites séries et des grosses séries de semences. Et puis on a un site de transformation, donc une usine de semences qui est située à Issiriz, donc au Pays Basque, à côté du siège. Et donc, je le disais, 2 zones de production. On a cette année un petit peu moins de 5000 hectares de production de maïs, et l'an dernier, vu que les surfaces ont un peu baissé cette année, on était proche des 6000 hectares de production en maïs. Donc voilà pour qui nous sommes. D'accord, très bien. Et alors on sait en fait que la filière semencière française, notamment de maïs, est plutôt exportatrice. Elle contribue à la balance commerciale positive de la France. On a des gros concurrents à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui fait sa force, en fait ? Alors, je vais vous expliquer ça. Juste avant, parce que j'aime bien changer un peu le programme, je vais vous donner quelques chiffres. Non, je vais vous donner quelques chiffres sur la production de semences en France, et notamment la production de semences de maïs. Ça illustre bien. Ça permet de resituer, effectivement. Donc ça, j'ai trouvé cette infographie sur le site du ministère de l'Agriculture. Donc chacun peut la voir, mais juste situer, effectivement, la France, c'est le premier pays producteur européen de semences et le premier exportateur mondial. Donc toutes semences confondues, c'est à peu près 18 000 producteurs multiplicateurs de semences sur la France, qui reposent sur un petit peu moins de 250 unités entreprises de production et entreprises semencières. Donc ça, c'est sur l'ensemble des semences. Donc on va de la semence potagère, grande culture, légumière, jusqu'à fourragère et autres activités. Donc ça situe vraiment la production de semences en France globale. Et si on fait le focus sur le maïs, ça va être assez proche de ce que je viens de vous dire, parce qu'on est le premier exportateur mondial de semences de maïs, le premier pays producteur européen de semences de maïs. Donc là, ça repose sur 4000 producteurs à peu près en France.
On produit donc 14 à 15 millions de doses selon les années sur 70 000 hectares à peu près en moyenne. On était plutôt à 80 000 l'an dernier, plutôt un peu plus de 60 000 cette année, comme je disais, vu que la production a diminué cette année de par une très très bonne année de production l'année précédente. Donc pour gérer les stocks de semences. Mais voilà, donc c'est 15 millions de doses produites par an et 45% des doses qui sont vendues en Europe, sur l'ensemble du territoire européen élargi à 28 pays, sont produites en France. Donc ça situe le niveau de production et la qualité déjà de la production de semences en France, et notamment de semences de maïs. Et les multiplicateurs, voilà, il y a l'innovation, oui. Et puis il y a ceux qui font. Exactement. Effectivement, la production de semences, ça repose sur différents métiers. Donc, il y a le métier de sélectionneur. Pour ceux qui étaient sur la conférence d'avant, il a été assez bien expliqué par mon collègue de chez Bayer. Donc, il y a la partie sélection, et la partie production et la partie distribution. Donc l'innovation sur la semence, elle est plutôt partie de la sélection, comme ça a été montré auparavant. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans le détail technique et scientifique comme ça a pu être fait avant, mais je voulais donner quelques axes de l'innovation et justement de la recherche et de la sélection sur la semence. Et cette innovation et cette recherche, elle se fait dans un contexte particulier, donc avec une équation agricole que vous avez ici sur l'écran, donc assez durable, qui porte depuis plusieurs années, mais qui est de plus en plus vrai. Donc une équation agricole à deux niveaux, avec un effet ciseau, des besoins accrus de consommation. D'ici à 2050, c'est 2 milliards et demi de personnes en plus sur le monde qu'il faudra nourrir. Ça veut dire une consommation pour l'alimentation animale et pour l'alimentation humaine qui là aussi va aller en croissance exponentielle. Donc il faut nourrir plus de gens, produire plus, et dans le même temps, on a un changement climatique qui est présent, qui a un impact fort, qui va avoir un impact donc, sur la diminution des rendements de par ce qu'on peut voir, des sécheresses accrues, ou alors des inondations, ou le développement de nouvelles maladies, de nouveaux ravageurs. Donc on estime effectivement à horizon 2050 qu'on est en mesure de perdre 17% de la production agricole de par ce changement climatique. Et en même temps, comme il y a plus de monde sur la planète et qu'il faut les loger, on a aussi de moins en moins de terres arables et de terres cultivables. Et donc là aussi, à horizon 2050, les prévisions, je parle sur un plan mondial, c'est 20% de surface en moins. Donc on a vraiment un effet ciseau où il faut nourrir plus de monde, produire plus et mieux aussi, parce qu'il y a la contrainte sociétale et écologique qui est là et à laquelle il faut aussi répondre, dans un contexte où les moyens de production, en tout cas les terres cultivables et la météo, fait qu'on est plus en risque. Donc l'innovation et la recherche et la sélection doivent répondre en fait à cette équation-là. Ça y répond. Alors, j'avais une animation, je vais la dérouler. Ça sera plus simple. J'ai un dernier. Voilà. Donc bien sûr, pendant de nombreuses années, l'objectif de la sélection, et ça le reste encore, c'est d'aller chercher de la productivité, donc d'aller chercher du rendement, d'aller chercher l'amélioration des valeurs alimentaires quand on parle maïs en silage ou des valeurs technologiques plutôt par exemple sur le tournesol, mais on était vraiment sur des critères de productivité. Ça reste encore, même dans ce contexte, dans cette nouvelle équation que je vous ai décrite, parce que aller chercher et garantir la souveraineté alimentaire, ça passe par là. Et je rappelle juste, ça a été dit avant, mais c'est important que la semence, c'est vraiment le premier maillon de cette souveraineté alimentaire. Donc c'est important de pouvoir répondre toujours à ces critères de productivité. Mais dans le même temps, il faut qu'on réponde aussi aux critères de changement climatique. Ça veut dire qu'on ajoute à cette recherche d'augmentation de productivité, de rendement, de valeur alimentaire, des éléments d'adaptation au stress climatique, excès d'eau, je disais, ou manque d'eau, sécheresse. Il y a des enjeux aussi d'adaptation à de nouvelles conditions de culture. La planète se réchauffant. J'ai occupé quelques postes auparavant à l'étranger, et notamment Belgique et Pays-Bas. Il n'y a pas si longtemps que ça, et maintenant on commence à produire du tournesol en Belgique, ce qui était inimaginable il y a 10 ans. J'ai travaillé en Angleterre, on a aussi des vignes en Angleterre qui se plantent. Pareil, c'était, je pense, pas imaginable il y a quelques années. Donc il y a cette adaptation-là qui fait aussi qu'on va avoir des cultures qui vont
qui vont se mettre dans de nouvelles conditions. Ça veut dire des conséquences sur les maladies, des conséquences sur les ravageurs nouveaux auxquels la culture n'était pas confrontée avant. Donc il faut intégrer ça aussi dans les éléments de recherche. Et comme on est dans un monde qui évolue vite, il faut faire ça très rapidement. Donc bien sûr, la sélection, elle repose sur l'expertise des chercheurs et des sélectionneurs, mais elle doit aussi accélérer. Si on reste sur une méthode conventionnelle de sélection, on sort une variété en 8-12 ans. On comprend bien dans l'urgence d'aujourd'hui qu'il faut aller beaucoup plus vite, et ça a été expliqué là aussi bien avant. Donc cette expertise des chercheurs, elle doit être appuyée aussi par une utilisation simultanée de la sélection conventionnelle assez classique, mais appuyée par les nouvelles technologies qui peuvent être, comme on l'a vu avant, des outils d'aide à la décision, des outils prédictifs pour connaître le génome, mais aussi, et sans lancer de débat politique, aussi avancer sur les nouvelles technologies de sélection, les NBT, dont on parle beaucoup en Europe, sur lesquels on n'a pas encore aujourd'hui vraiment légiféré et qui sont utilisés partout ailleurs dans le monde. Et donc, c'est aussi des éléments qui sont pris en place. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est plutôt au niveau de la France, on est plutôt très bien placé en termes de production. Et donc, il faut qu'on puisse garder cette place et avancer. Et juste pour finir sur cette partie innovation, remettre un peu en perspective, donc les entreprises semencières, en tout cas celles qui font de la recherche, ce qui n'est pas le cas par exemple de l'Urbery, c'est à peu près 15 à 20% du chiffre d'affaires qui est utilisé, qui est investi dans cette partie recherche. Et c'est une part grandissante. Quand j'ai commencé dans la semence il y a 12 ans, on parlait plutôt de 12% et on est plutôt à 20% du CA aujourd'hui. C'est un des secteurs économiques où l'investissement est le plus élevé. Oui, on compare, on est proche, je pense, de l'investissement pharmaceutique pour la santé humaine. Donc on est sur des mêmes ratios, des mêmes niveaux. Alors ce n'est pas les mêmes chiffres d'affaires, mais en tout cas, on est sur les mêmes pourcentages d'investissement effectivement en recherche. Donc c'est effectivement extrêmement important. Et voilà. On en venait à ça tout à l'heure, effectivement. Pourquoi la France est encore dans le jeu et si haut, en fait, si haut placé encore aujourd'hui? Alors voilà, comme la question c'était comment choisir sa variété, moi je vais répondre à pourquoi choisir sa variété produite en France. Et donc vous présenter les avantages de la production française. Alors je l'ai fait assez vite et j'ai essayé d'illustrer avec quelques photos, quelques images. Une des premières raisons, il n'y a pas de hiérarchie, j'ai listé comme ça, mais une des premières raisons que moi je vois, c'est les conditions pédoclimatiques qui sont variées sur le territoire français. Donc vous avez une carte qui définit les différents types de sols qu'on peut retrouver en France, et puis 2 cartes sur la météo avec les précipitations, et puis les températures. Donc ça illustre en fait mon propos sur des types de sols différents, donc des conditions pédologiques différentes qui permet d'avoir différents types de production. Donc on a des sols limono-argileux, argilo-limoneux et des sols sableux. Donc ça permet effectivement, là aussi par exemple on parlait je refais un petit pas en arrière, mais sur l'innovation et sur la sélection, de pouvoir aussi tester les variétés dans différentes conditions, et c'est aussi important pour l'adaptation. Pour la production c'est pareil. Et sur la météo, on a une France qui est soumise à 3 types de climats, un climat continental, atlantique et méditerranéen. Donc on a une grande variété qui permet derrière d'avoir une répartition des risques et donc une régularité de la production et une capacité à produire aussi toutes les précocités, du plus précoce au plus tardif. Et en répartissant sur les 6 grandes régions de production que vous avez ici illustrées, on a quelque chose de très régulier. Ce qui est important pour la partie supply et pour la distribution, enfin pour les distributeurs et pour les agriculteurs, c'est cette capacité à être régulier en termes de qualité. Je vais le voir après, on va l'expliquer après sur la certification qui est faite, et puis en termes de quantité. Donc c'est cette répartition du risque qui est extrêmement importante sur le territoire français. Je l'expliquais sur le territoire l'Urbery, les conditions pédoclimatiques, mais il y a aussi les conditions de surface, c'est-à-dire qu'on est aussi en mesure d'avoir des très grandes surfaces de production, comme en Haute-Lande, où on peut avoir des parcelles de 200 à 300 hectares pour produire une seule variété, comme on a des parcelles de production de 2-3 hectares qui permettent de produire des plus petites séries
tout en respectant les règles d'isolement qui sont nécessaires. Et la région sud-ouest est vraiment le pôle. La région sud-ouest est le pôle, et je dirais le Pays Basque, c'est le mieux, mais bon, ça c'est. Non, mais oui, la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la région effectivement la plus indiquée pour produire du maïs, parce qu'on a la température et l'eau, hein, qui sont. L'accès à l'eau est extrêmement important. C'est ce qui pénalise un peu plus les régions du sud-est dans les années à venir avec les changements climatiques. C'est aussi les impacts qu'il pourra y avoir sur la production française. Mais c'est vrai que la région Nouvelle-Aquitaine, avec les types de sols, les températures et l'hygrométrie qu'il y a, c'est la région la plus indiquée. Et les réserves hydriques. Et les réserves hydriques, tout à fait, oui. Autre point pour mettre en avant la production française, c'est l'expertise du réseau de production. Vous avez ici 2 cartes, les cartes avec les points verts qui sont les structures, donc les syndicats de producteurs qui portent la production avec les entreprises comme les nôtres qui produisent. Et vous avez sur la carte alors de droite pour moi, ça veut dire de gauche pour vous, ouais, c'est ça, les implantations industrielles, donc les usines de transformation. Vous voyez qu'il y a une concordance parfaite, ce qui est tout de même assez logique, mais c'est assez important ça, parce que c'est essentiel d'avoir les usines de transformation, enfin de transformation en tout cas de conditionnement. Je vois qu'il y a quelques fautes sur le texte, mais donc c'est important d'avoir ces usines proches des zones de production pour respecter la qualité du produit, pour aussi gérer l'aspect coût et lié à la logistique. Sur le réseau des producteurs, c'est vraiment cette expertise qui est très forte. Vous voyez, j'ai mis quelques critères, mais l'âge moyen des producteurs en France, c'est 48 ans. Donc, c'est des gens expérimentés. Il y a plus de 50% des producteurs qui ont plus de 20 ans d'expérience dans la semence. Je vous ai remis la superficie moyenne, donc de 25 hectares. Mais l'âge des producteurs et puis cette expérience, c'est essentiel. On a aussi un réseau de production en France qui est 100% irrigué. Et donc, c'est aussi important pour la partie, je le disais, régularité de production, tant en qualité qu'en quantité. Et cette expérience du réseau français et cette culture de la production de semences en France, comme je l'ai illustré en introduction, fait aussi toute la force du réseau de production. Donc, l'expertise des multiplicateurs, agriculteurs multiplicateurs. Et ça permet aussi de donner de la valeur ajoutée et de faire en sorte que des exploitations qui ne sont pas très grandes arrivent aussi à dégager du revenu. Complètement, oui. Complètement. C'est aussi, ça c'est très bien analysé aussi sur au niveau des structures d'exploitation en France. Complètement, oui. C'est pas que je revienne, je veux revenir absolument au Pays Basque. Ça fait que 2 ans que j'y suis, donc je suis pas basque et tout ça. Mais autour de Saint-Palais, on voit comment la production de semences, effectivement, a structuré l'agriculture sur ce secteur. Et je pense que c'est dans pas mal de régions où il y a cette production. C'est effectivement une production à valeur ajoutée, alors qui, certes, je le dis, demande de l'expertise, demande du travail, demande de l'investissement. Donc heureusement qu'il y a de la valeur ajoutée. Mais effectivement, ça permet de valoriser et de valoriser les exploitations et de garder effectivement des structures d'exploitation raisonnables avec un revenu pour les producteurs acceptable, on va dire, après selon les années, mais qui est plutôt correct sur cette partie semence. Il y a des années plus dures que d'autres, bien évidemment, mais qui est plutôt correct. Très bien, merci pour ces explications. Alors, on va effectivement... Ah oui, vous aviez un autre... Oui, j'en ai beaucoup. Hein, alors... Non, juste pour finir, je pense... Pour ensuite passer à donner la parole à Michel. Juste pour illustrer ce que je viens de dire sur l'expertise et sur la qualité du réseau français. Quelques chiffres qui permettent d'illustrer ce que je viens de dire, c'est qu'il y en a plus de 2000 variétés qui sont produites en France, 2000 variétés de maïs qui sont produites en France. Donc ça montre bien cette diversité et la capacité du réseau français à produire tout ça. Vous avez sur le deuxième graphique la répartition sur toutes les précocités. Donc on va du très précoce au tardif avec des répartitions, donc un peu plus de précoce et demi-précoce, mais qui correspondent au marché national. Mais on a vraiment toutes les classes de précocité qui sont produites. Et puis le dernier point qui pour moi est extrêmement important,
c'est qu'on a plus de 50% des variétés produites en France qui sont sur des variétés de moins de 3 ans en termes d'inscription. Ça veut dire que c'est ces variétés-là qui portent le marché, qui portent le développement de la semence. Et c'est plutôt en France où elles sont produites. Donc on a énormément de variétés qui sont en première ou deuxième année, dont on ne connaît pas encore très bien les capacités de production. Et c'est plutôt en France qu'elles sont faites, justement, parce que le facteur limitant est dans ce cas-là plus que la variété et pas le réseau. On sait que le réseau, si on lui donne une bonne variété, sortira des bons résultats. Donc on a tendance à placer ces variétés jeunes qui demandent encore de la connaissance en termes de production sur le réseau français, ce qui montre bien tout l'attachement. La technicité, le savoir-faire des exactement. multiplicateurs de semences français. Exactement. Très bien, merci beaucoup. Donc, pour la technique, vous pouvez effectivement changer le support pour passer à celui de Michel Gréco. Et je vais vous demander de vous présenter d'abord, peut-être aussi, Michel Gréco. Donc, je suis Michel Gréco, donc je suis responsable qualité à la FNP-SMS. Posez bien le micro là. Voilà. Je suis responsable qualité à la FNP-SMS, donc qui est la Fédération nationale de la production de semences de maïs et de sorgho, qui regroupe en fait les agriculteurs multiplicateurs français, donc de l'ordre de 3400-4000 agriculteurs multiplicateurs, et les entreprises semencières que vous avez vues sur les cartes exposées par Monsieur Guis. Voilà. Donc voilà, une filière courte, mais une filière quand même. Voilà. D'accord, très bien. Bien organisée. Oui, bien organisée. C'est vrai que c'est une des spécificités. Alors, on va passer à quelque chose de beaucoup plus concret avec vous et qui concerne... C'était pas concret, moi. Si, c'était très concret, mais c'était beaucoup plus macro. Et là, on va revenir à ce qu'observent les agriculteurs et à la lecture de l'étiquette. Voilà. En fait, ce qu'on va regarder, c'est tout le process que vous venez d'expliquer. Il se concrétise par une certification et une étiquette à poser sur un sac de semences. En fait, c'est tout ce que vous avez expliqué. En fait, l'image, la photo, c'est dans l'étiquette de semences. Alors, une petite introduction. La semence, c'est le point de départ d'une production d'une plante. Voilà, donc ça, c'est une évidence, mais il nous faut des semences pour faire des plantes. Et la mise en marché des variétés ou des plantes est régie dans l'Union européenne par un ensemble de réglementations. Et cet ensemble de réglementations, elle vise à attester de la qualité des produits, donc la qualité intrinsèque du produit, ses qualités technologiques, on va le voir, et ses qualités sanitaires notamment. Alors, je ne vais pas détailler ce process qui est très encadré, réglementé, mais ce process, il se concrétise par cette étiquette officielle de certification de semences. Donc, je vais zoomer sur cette étiquette. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette étiquette officielle de semences, elle est obligatoire pour la commercialisation sur le territoire européen. Donc, pour commercialiser une semence, il faut cette étiquette. Le modèle est unique pour toutes les espèces. Donc là, nous, on va regarder une étiquette bleue, qui est une étiquette pour les semences certifiées, mais vous avez des étiquettes blanches pour les prébases, etc. Donc, je ne vais pas détailler. C'est très codé, en fait. Voilà, c'est très codé. Il y a une réglementation, si ça vous intéresse, pour aller sur Internet, sur Eurelex, et vous avez tous les textes de réglementation qui vous décrivent ces étiquettes. Alors, ce qui est important aussi de savoir, puisque là, on est pour l'origine de la semence aussi, sur la semence française, c'est que l'étiquette est fonction du pays de destination de la semence et du pays de production. Puisque on peut voir si la semence a été produite en France, si elle a été produite dans un pays tiers ou dans un autre pays. Elle est apposée par les opérateurs, donc les établissements semenciers. Et en fait, au niveau de la réglementation, chaque pays a une agence de certification. Et en France, c'est le SOC France. Voilà. Donc, cette étiquette officielle, en fait, il y a deux types d'informations. Il y a des informations qui correspondent au système de certification, à l'organisation, et des informations qui sont plus relatives à la qualité du produit. Donc, sur les informations du système de certification, donc en haut à gauche, vous avez toujours l'agence. Alors, l'agence en France, j'ai dit, c'est le SOC.
Et vous avez toujours l'état de certification. Donc là, l'état, c'est la France. Si on allait dans un pays de l'Union européenne, l'Espagne, l'Italie, etc., on est obligé de mettre donc l'état. Ensuite, vous avez la catégorie. Donc j'ai dit catégorie bleue, donc ce sont les semences certifiées. Et là, le système de certification, ça veut dire que cette étiquette qui a été apposée, elle a été produite et certifiée selon les règles et normes de l'Union européenne, avec des exigences sur l'implantation des semences et sur la production, d'isolement, de pureté, etc. Et sur les qualités après finales du produit. Chaque mot a son importance sur l'étiquette. Voilà, exactement. Ensuite, chaque étiquette, vous avez le produit. Donc là, c'est une étiquette de maïs hybride. Il y a toujours le nom en latin et il y a toujours le nom de la variété. Donc là, Varma, c'est un nom fictif, mais vous avez toujours le nom de la variété. Si on descend, vous avez un numéro de lot. Donc ça aussi, c'est très codé et ça donne l'assurance à l'agriculteur qui va acheter ses semences avec le F que cette semence a été produite en France. Un numéro derrière qui est le numéro de l'établissement qui est agréé par le SOC pour reconnu par l'agence de certification. Et après, c'est un numéro d'ordre. Vous avez aussi un petit numéro à gauche là où il y a 4 zéros qui est le numéro de l'usine, hein, c'est ce que vous montriez. C'est l'endroit où la semence a été conditionnée. Et ensuite, quand on descend, donc vous trouvez le pays de production. Donc, si vous voulez acheter de la semence française, le pays de production en France, avec le poids que vous avez donc dans le poids ou le nombre de graines que vous avez dans votre sac. Et une information qui est importante à droite, c'est échantillonné. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'Union européenne, pour la qualité finale du produit, il y a un certain nombre de règles à respecter parce que l'agriculteur qui va acheter sa semence, il a besoin d'être sûr que sa semence, elle va germer. Et donc ça lui permet de voir qu'il y a un échantillon qui a été pris sur son lot et qui va garantir que cette semence, elle va germer au moins à 90%, qu'il y a 98% de pureté et que sa teneur en eau a aussi que le taux maximal d'humidité de sa semence est de 15%. Donc ça, c'est des qualités technologiques intrinsèques qui vont permettre à l'agriculteur d'avoir une garantie sur la qualité de sa semence. Donc oui, ça peut être intéressant que vous précisiez. Donc comme ça a été dit, c'est les qualités minimum qui sont fixées par la règle et la loi. Après, chaque semencier peut avoir des règles supérieures. En l'occurrence, chez nous, on a une règle supérieure sur la faculté germinative où on cherche à avoir des lots qui ont encore une faculté germinative supérieure. Mais effectivement, si le lot est en dessous de 90%, on n'a pas le droit de le vendre. Tout à fait. Et vous avez toute la traçabilité au-dessus. Enfin, peut-être tu en parles après, Michel, je sais. Ouais. Mais sur les numéros de lot qui permettent effectivement d'avoir une traçabilité, de remonter jusqu'à l'usine. Tout à fait. Et ensuite, vous avez un dernier bandeau blanc qui correspondent à des informations qui sont non officielles, mais qui sont apposées donc, par les établissements. C'est ce qu'on appelle des informations commerciales, qui peuvent être, par exemple, les matières actives de traitement, traitements, qui ont été utilisées. Et cette information-là, sur le fait que vous allez au-delà en termes, par exemple, de pureté, vous pouvez le mettre sur l'étiquette? Non, ça, vous le communiquez directement à vos clients. Parce que c'est ce qu'on cherche à faire. C'est-à-dire que des fois, il y a des lots qui vont germer qu'à 91 ou 12% ou 90%. Donc, comme ils sont conformes, on va les mettre en vente. Si on a la capacité de trier et de choisir, on va choisir plus haut. Mais donc on le communique effectivement commercialement à nos distributeurs. Mais sur l'étiquette, on reste sur les règles qui sont imposées à tous. Et donc, il y a aussi ce numéro-là, le numéro étiquette unique. Oui, excusez-moi. C'est quoi? Le numéro d'étiquette unique, donc il faut savoir que ces numéros d'étiquette sont très très encadrés, puisque un lot ne peut avoir qu'un seul numéro. On peut pas, voilà. Donc ce numéro d'étiquette est unique et il permet de tracer
tout ce qui a été fait sur cette semence, et c'est vraiment un identificateur fort. Ces numéros sont gérés par l'agence de certification, par chaque agence de certification et notamment le SOC. Et ça aussi, ces étiquettes, elles sont envoyées dans des sites. C'est très encadré puisqu'évidemment, il faut vraiment que ce soit apposé sur le sac qui va bien. En fait, c'est nous qui les apposons, Voilà. dans les usines, donc Ouais. c'est les entreprises semencières. Donc pour éviter que chacun pose l'étiquette telle qu'il veut, il y a effectivement tous ces numéros qui permettent de garantir la vraie traçabilité, la vraie qualité des semences. Donc, Il faut savoir que l'agence de certification, bon, je vais le dire après, mais je peux le dire déjà là, l'agence de certification qui est le SOC fait des contrôles aléatoires, donc il va prendre des échantillons dans les établissements semenciers pour retracer toute l'histoire de la mise en production de la semence jusqu'au sac final pour justement garantir à l'utilisateur final que tout est conforme. Voilà, donc Très bien. très important. Et dernière diapositive. Donc, cette étiquette finale, qu'est-ce qu'elle permet d'attester? Elle permet de donner la confiance à l'agriculteur que ce qu'il y a dans son sac, c'est juste et vérifié. C'est-à-dire que cette toute petite étiquette contient, vous l'avez vu, un nombre important d'informations avec un gros historique derrière, mais l'utilisateur final qui est l'agriculteur, il a besoin de savoir que, eh bien, il a bien la variété qu'il a choisie, qu'il a bien l'identité et la pureté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres semences, d'autres espèces dans son sac de semences. S'il prend du maïs, qu'il n'y a bien que du maïs, que ce maïs, il va bien germer, qu'il a une qualité sanitaire aussi, qu'il est sain. Voilà. Et ensuite, cette étiquette lui garantit une traçabilité et une transparence univoque de son process de production de semences. Et donc, ça veut dire que là, il retrouve toutes les informations et qu'il y a beaucoup de contrôles qui sont effectués justement pour garantir que la qualité de la semence est correcte, juste, fiable, transparente, avec des analyses qui sont réalisées sur ces semences. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'on passe au QR code bientôt ou pas du tout? Ça n'a pas été encore évoqué, ce genre de choses, dans la filière? Pas spécialement. Je pense qu'il y a déjà eu des actions plutôt commerciales qui permettent... Mais après, c'est quand même assez compliqué parce qu'un lot de semences, ça fait beaucoup de sacs, ça part à beaucoup d'endroits. Non, il y a cette étiquette qui permet. Après, le QR code, il aurait un intérêt si on peut aller jusqu'à la traçabilité, jusqu'au producteur et remonter pour donner des informations supplémentaires. Mais l'étiquette SOC telle qu'elle est permet d'amener tous les éléments qui sont importants. Et après, il y a tout le système de certification qui peut effectivement remonter et vérifier. Nous, on est agréés pour ça. Donc, effectivement, enfin, quand je dis nous, les usines, donc on est agréés. Chaque année, on a des audits. Chaque année, on est contrôlé. L'agrément peut être remis en cause chaque année. Donc effectivement, cette étiquette, elle est vraiment gage de sérieux et de garantie, oui. Juste un mot, parce qu'à la présentation précédente, il a été beaucoup démontré la traçabilité. Je voudrais juste dire, c'est que la traçabilité, c'est pas juste un mot, on l'entend beaucoup. Ça veut dire que quelque chose qui est produit est juste et qu'il est juste et que ça a été vérifié, voilà. Et ça doit donner confiance. C'est important, hein. Oui, tout à fait. Dernière question, vous conseillez de garder l'étiquette pendant combien de temps? 1 an? Enfin, une fois qu'on a semé. Jusqu'à la récolte. Jusqu'à la récolte, et ensuite on. Après, il n'y a plus besoin, non, jusqu'à la récolte. C'est ce qui D'accord. permet, en cas de réclamation, si jamais il y a des soucis, de pouvoir tracer. Donc voilà, l'idéal, c'est jusqu'à la récolte. Après, une fois que c'est récolté, il n'y a plus besoin. Oui, parce qu'il n'y a pas Mais s'il y a des soucis de levée ou autre, il faut effectivement, c'est cette étiquette qui va permettre de vérifier toutes les données, d'avoir tous les éléments. D'analyser les causes un petit peu. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Je ne vais pas faire de questions parce qu'on a un petit peu de retard. Voilà. Merci beaucoup. Mais surtout, j'imagine que vous êtes dans les stands et si les gens veulent vous poser des questions, n'hésitez pas. Merci.